Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. Aujourd'hui, on va lire la suite de l'histoire. La reine des fourmis a disparu. Le soleil rose se lève, le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau au tissu qui lui couvre le corps. Un indien blanc comme jamais je n'en ai vu. Il bâille, se gratte la tête, puis donne un coup de pied aux fesses du chien. Le chien grogne, se gratte et nous voilà par terre devant sa grosse truffe humide. Je l'interroge aussitôt au sujet de l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il me répond alors, dans un charabia incompréhensible, tous les mots sont mélangés et mal articulés. Les verbes à l'infinitif. Oh là là, j'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, les animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Ellie comment un animal domestique relâché dans la nature est incapable de communiquer avec les autres animaux. Il se laisse bien souvent mourir de tristesse et de faim. C'est donc péniblement que le chien nous livre une information de toute importance pour mon enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine, c'est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes de la cabane sont rassemblés. Le chien semble sincère. Pour lui, pas de doute possible. Notre poil appartient à un Indien blanc comme ceux qui le nourrissent et lui donnent des coups de pied aux fesses tous les matins. Reste à trouver le bon. Nous y voilà. L'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Ellie est fière de m'apprendre que les Indiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fée qui les effraie et les fascine à la fois. Mais où va-t-il chercher tout ça? Il doit avoir des oreilles partout. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages et sont terrorisés, résignés et nous écoutent parler sans dire un mot. Soudain, l'oiseau se met à trembler et à avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau car bientôt nous quittons le sol et nous nous envolons pour une destination inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassurée non plus. Inquiète, certes, mais émerveillée ô combien. La forêt est magnifique vue d'en haut. La ligne de terre rouge paraît bien ridicule comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent sombre et sinueux. Sa surface brille sous le soleil du matin. L'oiseau de fer vole plus haut que l'aigle, plus vite que le faucon et c'est sans doute aussi le plus vorace des rapaces. Si je me réfère à tous les animaux prisonniers de son ventre, tous se sont tus maintenant. Reste le vrombissement de l'oiseau, car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les animaux captifs. Où les emmène-t-on? Et pourquoi notre reine est-elle encore en vie? Sommes-nous au moins sûrs de la trouver là où nous allons? Ellie s'interroge.
interroge les prisonniers, mais nul ne peut répondre à ces questions. Il m'avoue aussi que sans moi à ses côtés, il sera mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable. Il est très bien, ce petit. Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par d'innombrables constructions comme autant de fourmilières géométriques. L'oiseau de fer perd de l'altitude. Nous approchons vraisemblablement du but. L'oiseau s'est posé en douceur. Des Indiens blonds recouverts d'une seconde peau orange ouvre son ventre de métal. Vite, nous nous cachons dans une caisse. Nous n'y voyons plus rien, mais nous sentons qu'on nous transporte ainsi que tous les autres animaux qui s'agissent à côté de nous. Nous vrombissement, nouvel arrêt, déchargement est terminé. Tout le monde descend, nous jetons un œil dehors, tout est gris. Par un arbre, pas une feuille, partout d'immenses fourmilières carrées. Les Indiens blancs vivent comme les fourmis, mais dans une jungle de béton. Rien à voir avec nos Indiens de la forêt. À ce stade de l'expédition, je me dis mandibule de savant que voilà, en pleine science-fiction, fini les entrelacs de lianes, tu n'es plus chez toi. Il va falloir faire preuve de jugeote et d'intuition pour retrouver ta chère reine ici. Et hop, en route pour visiter ce dédale mystérieux, nous avons à peine quitté le lieu où les caisses sont entreposées que nous tombons sur une bande de cafards en vadrouille. Dégoûtant mais sympathique, il nous indique illico la salle où se trouvent tous les animaux exotiques. On dirait que la route a tourné. Et si la chance nous souriait enfin? Nous posons devant un gardien qui n'a pas l'air commode. Il vit devant la porte comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries. Au bout d'un long couloir et de quelques petites pièces sombres s'ouvre une immense salle. Nous sommes à peine dépaysés tellement ce bâtiment ressemble à une fourmilière géante. Par le poil mystérieux que vois-je, des dizaines d'animaux de toutes sortes sont là, alignés bien sagement. L'interrogatoire va être long. Le poil appartient peut-être à l'un d'entre eux. Pour gagner du temps, mon assistant et moi posons nos questions chacun de son côté, mais pas plus le lieu que l'éléphant, la gazelle que la hyène, le crocodile que le tatou, nul de daigne répondre. Auraient-ils perdu leur langue? La langue et tout le reste. Répond une voix derrière moi. Une petite souris grise m'affirme que toutes
tête de la girafe pour échapper aux attaques du chat qui hante les lieux. C'est comme moi, je ne peux pas m'enfuir en volant comme Coco le toucan, dit-elle. Soudain, une ombre élancée se profile sur le mur où se sont posés à tout jamais des centaines de papillons. C'est le chat qui approche. Au moment où j'aperçois ses grandes moustaches blanches, je ne vois déjà plus que la petite queue rose de la souris. Accablé par le spectacle du tout, ces animaux empaillés, je rejoins Ellie. Il est en train de s'énerver après un petit singe muet qui regarde dans le vide. Allez, viens, inutile d'insister. On a dû réserver à notre regretté reine le même sort quand tous ces papillons épinglés sur le mur. En cherchant la sortie, la tête basse, que mon assistant trouve un nouveau poil identique au nôtre. Puis sur le dallage d'un couloir, un deuxième poil, puis un troisième encore. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée, remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil indien blanc est assis là. Il a des poils pleins le menton, les mêmes que le nôtre. C'est lui le kidnappeur de notre reine. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye.